Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Cet épisode a été réalisé au Salon Infirmier. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. On est avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. On est au Salon Infirmier. Est-ce que tu veux bien te présenter, Pauline? Oui, je suis étudiante en Master 1 de santé publique à Clermont-Ferrand, donc diplômée infirmière depuis juillet 2023 et je suis présidente de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières. Ok, on commence toujours la question par la première question de notre interview, c'est pourquoi la santé? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir professionnel de santé? Je crois que j'ai toujours été intéressée par la santé très tôt, dès le collège-lycée, principalement parce qu'on avait eu des actions d'orientation dans les établissements où j'ai pu être, où on a eu l'occasion d'avoir des intervenants étudiants qui sont venus nous présenter les études, mais aussi des professionnels, et c'est un milieu qui m'a tout de suite intéressée. Ok, et du coup, est-ce que tu as fait autre chose ou tout de suite après le bac, tu t'es lancé dans le parcours infirmier? Alors, j'ai commencé par 2 ans de PACES, la première année commune aux études de santé. Et je me suis très vite rendu compte que cet esprit de compétition il y avait quand même beaucoup de mal-être dans la première année commune aux études de santé, m'avait pas vraiment plu. Et je me suis réorientée vers la formation infirmière qui me correspondait beaucoup mieux après. Ok. Et du coup, donc, tu es jeune diplômée. Où est-ce que tu travailles aujourd'hui? Tu as une activité clinique ou... Alors aujourd'hui, j'ai pas d'activité clinique. J'ai fait une césure dans mes études pour pouvoir être à la FNESI, donc je consacre 100% de mon temps à la FNESI cette année. Et l'année prochaine, je pourrai reprendre un exercice clinique et mon master de santé publique. Et que c'est partie de tes objectifs? Oui. C'est des mandats courts, hein, je crois, à la présidence de la FNESI? Oui, tout à fait. C'est des mandats d'1 an. On change au mois d'octobre pendant notre congrès national. Et c'est des mandats d'1 an parce que les études sont assez courtes. Donc, on n'a pas la possibilité de faire plusieurs années. Au niveau de la présidence, ça demande une césure. Et la césure est autorisée une seule fois par cycle. Donc, c'est pas possible de faire plus. D'accord. Et du coup, c'est quoi les conditions pour devenir présidente de la FNESI? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de conditions particulières à part être étudiant ou étudiante en sciences infirmières. Mais toi, tu l'es plus du coup? Alors, je suis étudiante en sciences infirmières parce que j'ai fait une poursuite d'études, je suis en master de santé publique. Ok, d'accord. Et donc, c'est dans les poursuites d'études de sciences infirmières. Et donc, n'importe qui peut rentrer à la FNESI et postuler Tout à fait. Alors, c'est pas postulé, c'est en début d'année, donc au Congrès national, il y a des listes qui se présentent pour être au Bureau national et c'est voté par nos administrateurs. D'accord. Ok. Aujourd'hui, la FNESI, il y a combien d'adhérents à la FNESI? Alors, on n'est pas sur un système, donc il y a des adhésions individuelles qui existent, mais on est sur un système de conseil d'administration des associations. Donc, les associations des établissements de formation, autrement appelés BDE, peuvent adhérer à la FNESI et composent notre conseil d'administration. Et donc, on représente l'ensemble des établissements, donc les 100 000 étudiants en sciences infirmières. Ok. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi tes missions en tant que présidente? Mes missions en tant que présidente, tout d'abord, je dirais le management d'une équipe. On est 15 personnes au bureau national, toutes étudiants et étudiantes en sciences infirmières. Et donc, j'ai un peu ces missions de coordination des différents dossiers nécessaires à la FNESI et aussi une mission de représentation avec tous les rendez-vous qu'on peut avoir institutionnels avec nos différents ministères de tutelle, l'enseignement supérieur, la santé, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé, les régions, finalement tous les acteurs qui gravitent autour de notre formation pour améliorer les conditions de formation. Ok. Et du coup, vous êtes combien aujourd'hui à travailler activement à la FNESI? Alors, on est 15 personnes au bureau national. 15 15 personnes au bureau national. Ensuite, on a des commissions spécialisées. On a sur différentes thématiques où n'importe quel étudiant peut candidater aux commissions spécialisées. Et on a également une équipe nationale. C'est des personnes qui candidatent pour être formateurs, formatrices à la FNESI et qui rentrent dans l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'ils vont avoir principalement des missions de formation d'autres étudiants. À la FNESI, on a un agrément ministériel, l'agrément Jeunesse Éducation Populaire, où on fonctionne sur un système de formation par les étudiants pour les étudiants. Et donc, régulièrement, les week-ends, on est en formation pour aller former des étudiants, des associations des BDE, des bureaux des étudiants dans les établissements de formation pour les faire monter en compétences. Ok, donc il y avait une vraie volonté de tirer tout le monde vers le haut, c'est assez chouette. Tout à fait. Et du coup, si demain il y a des étudiants qui nous écoutent et qui ont envie d'adhérer à la FNESI, comment ça marche et c'est quoi l'objectif pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre?
Adhérer à la FNISI, c'est relativement simple. Un formulaire est disponible sur notre site internet, mais également sur nos réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin, alors peut-être préciser parce qu'il y a parfois des confusions. On a une mission importante à la FNISI, la défense des droits des étudiants. Ouais. Si un étudiant se trouve en difficulté, que ce soit en stage, en formation, Ou à l'école. s'il a des questions sur la formation, il peut nous contacter et il n'y a aucunement besoin d'état de rang à la FNISI pour pouvoir accéder à ces informations et à la défense des droits que nous faisons. L'adhésion de la FNISI, ça permet aux étudiants de venir sur nos événements, les différents événements qu'on fait. Donc, pour les étudiants qui ne seraient pas dans les associations et qui n'administreraient pas la FNISI, on va avoir 3 types d'événements où ils vont pouvoir venir. Ouais. Les universités d'été, c'est 4 jours où on a l'assemblée générale de mi-mandat de la structure, où on présente ce qu'on a fait pendant les premiers mois de nos mandats. Avec la politique générale, c'est ce qu'on construit avec nos administrateurs. On se fixe des grands axes, des grands objectifs et différents indicateurs pour réussir à atteindre ces objectifs. Et donc, on présente à nos administrateurs, mais aussi à tous les étudiants présents, ce qu'on a pu faire dans les premiers mois de mandat. Et c'est un événement également de formation où on met 4 jours en place des formations. À chaque créneau de formation, on met en place 12 parcours de formation sur des thématiques différentes. Ça peut aller de la défense des droits à la transition écologique, à la démocratie étudiante. C'est vraiment très varié pour que chacun puisse venir chercher ce qu'il a besoin et venir développer des connaissances, des compétences. On a également le congrès national. C'est le congrès donc, de démission du bureau actuel et d'élection du prochain bureau, où là encore, on a des formations, mais on a également des tables rondes avec souvent des acteurs institutionnels pour pouvoir échanger au sujet de notre formation. Et on a un 3e événement qui est nouveau à la FNISI, qui a été mis en place pour la première fois cette année. C'est le week-end bien-être. La FNISI a une mission d'innovation et de projet très importante pour répondre aux besoins des étudiants. Un besoin qu'on a remarqué, c'était l'importance de la thématique de la santé et du bien-être chez les étudiants infirmiers, qui sont assez importants. On fait régulièrement des enquêtes bien-être. On en a fait en 2017, en 2020. En 2022 et on lance notre prochaine enquête à la rentrée 2024. Et de cette première enquête en 2017 est apparu un constat alarmant avec des chiffres de mal-être des étudiants assez importants. Donc on a mis en place un projet pour y répondre, la semaine du bien-être, qui est décliné au local par nos associations et qui vise à promouvoir le bien-être pour les étudiants infirmiers en agissant sur la santé mentale, les conseils nutritionnels, l'activité physique pour que les étudiants soient en meilleure santé. Suite aux dernières enquêtes, on a vu que ce mal-être était toujours important, donc on a voulu aller plus loin dans ce projet et mettre en place un week-end bien-être. Donc on a fait la première édition sur Paris cette année avec un petit format, comme c'était la première édition, de 100 étudiants qui pouvaient venir de toute la France. Et avec vraiment des formations, des activités pour améliorer la santé des étudiants. C'est un super projet. Là, on est un peu dans une période un peu charnière pour les étudiants et pour les infirmiers en général. Dans un monde idéal, qu'est-ce que tu attends des réformes à venir et si tu avais la baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Aujourd'hui, il faut principalement changer les conditions de formation, que ce soit en établissement de formation, mais aussi en stage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les conditions de stage sont la première raison d'interruption des études pour les étudiants, parce qu'on retrouve du harcèlement, de la maltraitance assez importante. Et c'est en ça qu'il faut, selon moi, agir en priorité. Il y a aussi des questions d'intégration universitaire avec l'accès aux services, que ce soit la bibliothèque universitaire, les services de santé, les services de sport, des choses pour lesquelles les étudiants payent la contribution de vie étudiante et de campus, mais pourtant ont accès à très peu de services. Donc c'est des choses aujourd'hui qu'on doit améliorer. On travaille dessus avec les ministères, que ce soit de la santé ou l'enseignement supérieur, pour justement améliorer ces conditions de formation. On fait face à un problème d'attractivité de la profession et on le voit depuis ces dernières années, un problème d'attractivité de la formation également. On était première formation demandée sur Parcoursup. Parmi toutes les formations de l'enseignement supérieur, on est passé à la 2e place et on voit que chaque année, il y a de moins en moins d'étudiants qui candidatent et les établissements de formation sont obligés de pratiquer ce qu'on appelle du surbooking, de mettre plus de places sur Parcoursup qu'ils n'ont réellement de place parce que sinon il y a des places vacantes en formation.
Donc, je pense qu'on a identifié les sujets d'interruption de la formation et de manque d'attractivité. Il faut aujourd'hui agir avant qu'on ait vraiment des problèmes d'attractivité beaucoup plus importants et que ce soit plus compliqué et que ça pose d'autant plus de problèmes de démographie des professionnels de santé. Et selon toi, c'est quoi les compétences qui nous manquent en tant que professionnels qu'on n'apprend pas à l'école? Je pense que ça a été un peu la thématique du salon infirmier et de Santé Expo cette année où le sujet a été beaucoup plus apporté. Mais la santé des professionnels de santé, qui aujourd'hui n'est pas du tout abordée en formation socle. C'est quelque chose qui est encore assez tabou de parler de santé des professionnels de santé, où on n'ose pas forcément avouer que, oui, on peut être faillible, oui, on a besoin de prendre soin de sa santé, que ce soit physique ou mentale, et que des professionnels de santé qui vont bien, c'est des professionnels de santé qui peuvent soigner plus efficacement les patients. Et c'est aussi un enjeu d'attractivité de la profession. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problématiques, notamment physiques, musculo-squelettiques, avec par exemple des problèmes au niveau de l'ergonomie et qui causent des arrêts maladie. Aujourd'hui, si on agit sur la santé des professionnels, c'est directement agir sur du manque de professionnels de santé. Non, c'est hyper intéressant. On parle de plus en plus de facteurs humains, de soft skills. Aujourd'hui, c'est complètement absent de notre cursus de formation. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que selon toi, ça a un intérêt? C'est quoi ton point de vue sur le sujet? Alors, on a des unités d'enseignement qui sont sur les compétences relationnelles. Par contre, elles pourraient être mises beaucoup plus à profit si elles étaient abordées en interprofessionnalité avec l'ensemble des autres formations en santé. Parce que pour le moment, les formations, elles sont cloisonnées et on apprend sa profession, je dirais, de façon linéaire, uniquement en mono-appartenance. Et ça serait intéressant de pouvoir développer ces compétences qui sont communes à tous les professionnels de santé en formation, tous ensemble. Par exemple, on peut également les développer à travers de la simulation en santé avec l'ensemble des étudiants en formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est décloisonner, à mon sens, ces formations, c'est un enjeu de demain. Aujourd'hui, on n'apprend pas à travailler avec des médecins, à travailler avec des aides-soignants, à travailler avec des diètes, à travailler avec des kinés, à travailler... et donc, effectivement, ça va être un des enjeux. Comment on pourrait faire, selon toi, pour le faire à grande échelle? L'enjeu, je pense qu'il se situe dès la formation socle. Apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, apprendre à connaître les formations des uns et des autres et apprendre à connaître par conséquent la profession des autres professionnels de santé qui nous entourent. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi beaucoup de méconnaissances sur la formation et les compétences des autres professionnels qui nous entourent. Si on met en place des enseignements sur des compétences communes, des enseignements transversaux, ça va permettre de savoir ce que les autres étudiants font en formation parce qu'on va être au contact tout de suite de ces autres étudiants et on va pouvoir échanger. C'est ce qu'avait été essayé de mettre en place avec le service de santé sanitaire, le SSES, le service sanitaire des étudiants en santé. La problématique, c'est que dans la plupart des établissements de formation, il n'est pas mis en place en interprofessionnalité et donc ça perd quand même de son sens. Non, mais c'est très intéressant et je pense qu'il y a un vrai enjeu dans cette refonte du programme là et du décret même de compétences qu'on va avoir. Et je pense que cette interdisciplinarité, elle doit vraiment faire partie des enjeux. En tout cas, c'est mon avis. Tu me disais que tu es parti sur un master de santé publique. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu vas y chercher? On aborde la santé publique au cours de notre formation socle, mais ce qui m'a marqué, c'est au travers de mes différents stages, on a une compétence sur l'éducation, la promotion et la prévention en santé. Et dans plusieurs stages que j'ai pu faire, cette compétence était cochée en non mobilisé, en me disant on n'en fait pas dans le service. D'après la vision que j'ai de la profession, pour moi, les infirmiers et les infirmières ont un rôle primordial dans la prévention et on peut la mettre en place sur n'importe quel exercice infirmier, dans n'importe quel service, que ce soit en service hospitalier, en libéral. Vraiment, tous les modes d'exercice peuvent mettre en application cette compétence. Et je pense que c'est un enjeu également de santé publique des populations. Donc j'avais envie d'avoir une formation plus importante sur la santé publique pour compléter ma formation socle. Ok. Toi, Pauline,
en dehors de toutes tes responsabilités que tu as actuellement, si tu devais imaginer demain ton métier d'infirmière, où est-ce que tu irais travailler? Ce serait quoi ton ambition? Ce serait quoi ton envie? Alors, je me ferme pas de porte aujourd'hui parce que j'ai pas commencé mon master et donc j'ai pas pu faire de stage. Peut-être qu'ils vont me faire découvrir d'autres milieux d'exercice et qui vont me plaire. Mais d'après les stages que j'ai déjà pu faire, je me dirigerai plus vers des services d'urgence ou de réanimation parce que c'est des services qui m'ont beaucoup plu en stage. En stage, ok. Plutôt un profil technique. Et beaucoup relationnel aussi, parce que il faut pas. Enfin, c'est les patients qu'on prend en charge, que ce soit aux urgences ou en réanimation, sont dans une période quand même de crise aiguë. Il faut pouvoir les accompagner sans rajouter quelque part du stress ou de la charge mentale supplémentaire. Non mais bien sûr. Donc, non, moi je viens de ces services-là. Hein. J'ai bossé aux urgences et en réa, donc je vois bien. Mais c'est ça, quand je dis profil plutôt technique, c'est parce qu'effectivement il y a beaucoup de soins à faire. Et je pense qu'il y a des services où les enjeux relationnels sont plus forts, même s'ils sont forts aux urgences et en réanimation, c'est pas là-dessus. Mais voilà, c'est pour savoir un peu vers quelle carrière. Mais je pense que j'ai aussi cette appétence vers ces services parce que j'ai pu faire un stage en réanimation et un stage aux urgences au cours de ma 3e année de formation. Et c'est les seuls stages au cours de ma formation où j'ai eu un véritable encadrement avec un suivi de stage, des objectifs posés avec mes tuteurs et mes tutrices, avec un suivi régulier. Et ça m'a vraiment permis de progresser. Et c'est des services pour lesquels j'ai eu une appétence particulière. J'allais te poser, est-ce que tu as eu un mentor quelqu'un qui t'a tiré vers le haut, qui t'a accompagné, peut-être un proche de la famille ou un professionnel que tu as rencontré, où tu t'es dit, lui, il me tire vers le haut, j'ai vraiment envie de... Je dirais pas que j'ai eu un mentor. J'ai réussi, je pense, à me construire une identité professionnelle au fur et à mesure des stages avec des exemples et des contre-exemples de différents professionnels qui m'ont aidé à voir comment j'aimerais être en tant que professionnel de santé. Aujourd'hui, ta journée type, à quoi elle ressemble? Alors, j'ai pas forcément de journée type parce que j'ai différentes missions. Ça peut être de la représentation si y a des rendez-vous institutionnels ou comme en ce moment sur le salon infirmier et Santé Expo. Ça peut être dans le sens où je peux faire par exemple de la défense des droits si on a une ligne téléphonique à la FNESI qui est ouverte de 9h à 19h où les étudiants peuvent nous contacter. Donc ça peut être répondre aussi aux étudiants qui nous appellent. Les différents rendez-vous aussi qu'on peut avoir, que ce soit avec des partenaires, avec des institutionnels, mais également accompagner les membres du bureau national dans leur dossier, dans leur montée en compétences également. J'ai pas vraiment de journée type. C'est quoi les grands défis de ton mandat? Le premier grand défi, je dirais la réforme de la formation qui est attendue par les étudiants depuis plusieurs années maintenant. Le dernier référentiel date de 2009 avec des attentes fortes des étudiants. Donc je dirais la réforme de la formation avec un enjeu d'intégration universitaire, d'accès aux services et d'amélioration des conditions des étudiants. Question bête, j'ose espérer que la réponse est oui, mais vous avez été contacté pour faire partie de la commission. On fait partie de l'ensemble des groupes de travail sur la réforme de la formation. Ouais, bon, ça me semblait normal, mais je préfère poser la question. Oui, on est intégré. Et du coup, est-ce que, c'est quoi les innovations aujourd'hui dans la santé qui te parlent, qui t'attirent, qui te pensent, qui selon toi vont être une plus-value pour la santé de demain? Je pense que c'est peut-être repenser le système de santé en plaçant plus le patient au centre du parcours de soins, repenser le partage des compétences pour pouvoir offrir un meilleur parcours de soins, un meilleur accès aux soins aux patients. Ok. C'est une réponse qui me va tout à fait. J'imaginais plutôt en termes de nouvelles technologies. Ah, nouvelles technologies ? Ouais. En termes de, tu vois, d'IA, de blockchain, on parle de tous ces sujets-là autour de la santé. Ça a des vrais enjeux, mais aussi des vraies conséquences et des vrais impacts. Donc voilà, je voulais un peu avoir ta vision sur ces sujets-là. L'intelligence artificielle a beaucoup d'enjeux dans le système de santé actuel, mais également de demain. Mais on va avoir aussi des enjeux de formation, formation en formation socle, mais aussi formation des professionnels. Aujourd'hui, on a des outils comme le dossier médical partagé, qui était anciennement et maintenant l'espace de santé, qui est trop peu utilisé par les professionnels.
parce qu'ils n'ont pas eu de formation sur le numérique en santé. On a justement des formations sur le numérique en santé qui vont être obligatoires à partir de la rentrée 2024. Et je pense que ça va apporter un tournant dans le système de santé de demain. Ok. Question bête, mais c'est quoi tes loisirs en dehors de la Fnésie et qu'on apprenne un peu plus à te connaître? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie de tous les jours, quoi? Alors, cette année, c'est une année particulière parce que j'ai un engagement complet pour la Fnésie et je vis sur Paris. Ok. Pour les besoins institutionnels de rendez-vous, c'est plus simple Ouais, de vivre sur Paris j'imagine. cette année. Mais sinon, j'ai en loisir en tant qu'étudiante, avant mes études, parce que les études prennent beaucoup de temps, je faisais de la musique Ok. et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Quel instrument tu joues? Du synthétiseur. Ok, ça va. Et tu chantes par-dessus ou pas? Non. Non. Non, j'avais dit pas de question piège. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans les études aujourd'hui, qui aurait envie mais qui sait pas trop, qui est un peu... Je pense que l'orientation, c'est très important et on a encore des lacunes sur l'orientation, notamment autour des professions de santé qui sont entourées de beaucoup de stéréotypes et de représentations parfois faussées des professions. Donc, s'intéresser, si on a la possibilité de faire des journées d'immersion, que ce soit en stage ou en formation théorique, d'aller sur les salons d'orientation, de faire les journées portes ouvertes, vraiment de faire des actions d'orientation pour s'informer et construire son projet professionnel. C'est, je pense, très important. C'est quoi ton point de vue sur Parcoursup? Parce qu'il y a eu un vrai avant-après hein, sur l'accès aux Tout à études fait. avec Parcoursup. Je pense que Parcoursup, c'est un outil d'orientation. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais finalement, c'est aussi les paramètres qu'on rentre dans l'outil d'orientation qui font beaucoup. En tout cas, nous, on salue l'arrêt du concours. Le concours ne reflète pas forcément les connaissances et les compétences d'un futur étudiant. Avec le stress, les épreuves se font sur un jour J, donc ne reflètent pas forcément tout ce que l'étudiant sait. Et ces concours étaient source d'inégalités sociales parce qu'il fallait pouvoir payer les concours, il fallait pouvoir aussi se déplacer dans les régions, les différentes régions pour faire ces concours. Et c'était un vrai sujet d'inégalité. Aujourd'hui, on voit que Parcoursup permet une plus grande diversité des profils. Ouais. En vérité, j'ai pas la réponse, mais je me questionne toujours. Je sais pas dire si oui ou non. J'ai quand même l'impression que le concours, il impliquait de fait une motivation. Que j'ai l'impression que comme aujourd'hui, cette formation, elle est accessible à tout le monde, hein, en vérité. J'ai l'impression que les gens qui savent pas trop faire, savent pas, qui sont un peu perdus, sans plus d'efforts que ça, s'inscrivent à la formation infirmière et pourraient prendre la place des gens qui... c'est une réflexion que j'ai, elle est peut-être fausse, hein, ça n'implique que moi, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui auraient plus envie que d'autres et plus motivés que d'autres et du coup ils passent à la trappe parce que du coup ils sont noyés dans la masse de tous ces dossiers Parcoursup. Alors aujourd'hui, dans le dossier Parcoursup, on doit faire une lettre de motivation, qui est plus grande que les autres formations. Et à partir de cette année, on doit également remplir un auto-questionnaire pour s'informer sur la formation et la profession. Cet auto-questionnaire ne rentre pas dans les critères de sélection, bien sûr, de la formation, mais c'est vraiment à but d'orientation pour les étudiants. La motivation, on peut justement l'évaluer par la lettre de motivation pour voir comment le candidat a construit son projet professionnel, si il a pu mener des actions d'orientation. Et le taux d'abandon de la formation n'est pas plus important. En tout cas, on identifie que c'est pas Parcoursup. La raison d'abandon, c'est vraiment les conditions de stage. Et on le voit également à travers nos différentes enquêtes. Les étudiants sont bien plus en difficulté par les conditions de stage que par des erreurs. Les étudiants sont bien plus en difficulté par rapport aux conditions de stage que par rapport à leur orientation. Ça peut arriver qu'il y ait une orientation progressive. Aujourd'hui, l'orientation, elle n'est pas forcément linéaire et c'est quelque chose qu'on observe dans toutes les formations de l'enseignement supérieur. Donc oui, il y a des étudiants qui se réorientent pendant la formation, mais je pense que ce n'est pas quelque chose forcément de mauvais. Et c'est quoi ton point de vue sur le mentorat? Du coup, on entend de plus en plus parler, notamment pour les étudiants. Ça, pour le coup, je pense que ça peut être une des clés hein, aussi du maintien en études et d'accompagnement. Qu'est-ce que toi t'en penses?
Je pense qu'il ne faut pas remplacer le mentorat à la place du tutorat. Ouais. Aujourd'hui, le tutorat n'est pas suffisamment développé. On voit que normalement, la formation de tuteur est obligatoire depuis de nombreuses années maintenant, mais n'est pas respectée. On n'arrive pas à former l'ensemble des professionnels pour être tuteur en stage et on aurait un plus grand impact en formant tous les tuteurs de stage, en leur donnant du temps dédié, en valorisant le statut de tuteur, parce qu'aujourd'hui, dans les autres professions de santé, ça existe des revalorisations salariales par rapport, des primes par rapport à l'encadrement, parce que ça prend du temps d'encadrer un étudiant. Ça me paraîtrait bien plus pertinent que le mentorat. Ok. On va arriver au bout de notre échange. Est-ce que dans ton parcours, dans ta jeune carrière, tu as une anecdote à nous partager, quelque chose qui t'a vécu, qui t'a impacté, ou qui t'a donné envie de t'engager, ou qui t'a fait réfléchir sur ta pratique? Oui, j'ai eu l'envie de m'engager très tôt au sein de la FNESI, d'abord de mon association locale et ensuite de la FNESI, en voyant le mal-être des étudiants de ma promotion, un peu parfois ce constat fataliste que les études sont marquées par le harcèlement, la maltraitance, mais que finalement on n'y peut pas grand-chose parce que c'est dur de faire bouger les lignes. Et donc j'ai voulu très tôt m'engager. C'est pour ça que je me suis engagée en premier lieu dans la commission défense des droits de la FNESI. Et ça me paraît important de s'engager pour faire changer les choses. Aujourd'hui, rien n'est fixe et on peut faire évoluer les conditions de formation. Très bien. Eh ben, écoute, je te remercie. Si demain, est-ce que nos auditeurs ils peuvent te contacter pour te poser des questions éventuellement? Oui, bien sûr, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à travers mon adresse mail de la FNESI, présidence@fnesi.org. Eh ben super, merci. On mettra du coup en commentaire, en description, pardon. Merci pour tout, merci pour ton temps. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.